merci de nous recevoir. Bonjour. Dans le fond, comme vous l'avez déjà présenté, on présente l'Institut de recherche sur le Québec. Moi, je vais commencer, dans le fond, avec une partie un petit peu plus théorique, puis Guillaume Rousseau, lui, va continuer sur nos hypothèses de recherche par la suite. Peut-être un ou deux mots sur l'Institut de recherche sur le Québec. En fait, c'est un institut qui a pour mission l'étude de la question nationale québécoise et plus largement l'analyse des intérêts du Québec et de son identité. L'IRQ, comme on l'appelle, regroupe des chercheurs et des intellectuels de différentes tendances qui ont l'intérêt national du Québec à cœur. Donc, choisir et non subir pour une politique migratoire fondée sur l'intérêt national du Québec, c'est le mémoire qu'on a déposé. En fait, ça se veut une réflexion sur la notion de la capacité d'accueil. On le sait, une notion qui est souvent abordée et dont on a peut-être parfois peu d'assises pour la réfléchir. Donc, on s'est posé cette question-là, on s'est demandé qu'est-ce que c'est la capacité d'accueil et on a commencé par éplucher un peu la recherche qu'il y a qui concerne l'immigration. D'abord, la recherche au Québec, et on réalise qu'au Québec, il n'y a pas tant que ça de recherche qui porte sur l'immigration. Puis celle qui a été faite est beaucoup axée sur le discours sur l'immigration et moins sur la réalité matérielle, donc les effets positifs, négatifs de l'immigration. Donc, on souligne cette lacune-là. Il y a quand même certaines recherches qui ont été faites, surtout sur des questions économiques. Puis ici, notre rapport, notre mémoire, il vient souligner le fait que, oui, il y a des enjeux économiques qui sont liés à l'immigration, mais ce n'est pas l'enjeu fondamental ou névralgique de la question de l'immigration. C'est davantage, selon nous, une question de démographie. Et oui, il y a d'autres effets, mais le premier effet principal de l'immigration, c'est la démographie. Donc, s'il y a une chose qu'on veut que vous reteniez aujourd'hui en particulier, c'est cette question-là. Ensuite, on parle un petit peu d'histoire dans le mémoire, donc on va dire quelques lignes. On sait qu'il y a des différences entre l'histoire du Québec et du reste du Canada. D'abord, en Nouvelle-France, on le sait, la Nouvelle-France n'a pas été fondée particulièrement sur une immigration importante, même s'il y en a eu un petit peu, mais c'est surtout lorsqu'on la compare avec les Britanniques qui, dans les 13 colonies, avaient beaucoup plus d'immigration, donc c'est déjà une différence importante. Une fois qu'on est tombé suite à la conquête, eh bien, le rapport à l'immigration a un peu changé et on va donner tout simplement l'exemple de la colonisation dans l'Ouest où le Canada faisait face, ou l'Empire britannique au Canada, faisait face à des menaces d'annexion des États-Unis, donc à des menaces qui sont externes, et il répondait à ça par l'immigration notamment. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu beaucoup d'immigration, notamment dans l'ouest du Canada, mais aussi faisait face, l'immigration était utilisée comme un outil, notamment pour cette raison-là, mais aussi pour des menaces à juger à l'interne, ou des défis, on pourrait dire, des défis démographiques, notamment francophones et autochtones. Évidemment, aujourd'hui, on est dans un autre contexte, des éléments particuliers qui nous touchent, notamment la question de la natalité. Lorsqu'on pense à la démographie, la question de la natalité, c'est très fondamental et structurant, notamment en Occident, mais pas seulement. Il y a aussi la question de la mondialisation, où on a une révolution au niveau des transports, au niveau des communications. Donc, il y a plus de déplacements à travers le monde, mais il y a aussi l'arrivée des conflits qui influencent la question de l'immigration. On va parler un petit peu du Canada ici, où le Canada réfléchit son intérêt général. Ici, je fais la différence entre l'intérêt général et l'intérêt national, puisqu'on se fonde un peu sur la façon que le Canada se conçoit lui-même, qui est un État post-national et pas une nation. Et donc, on va le distinguer de l'intérêt national. Fin de la parenthèse. L'intérêt général du Canada est fondé notamment sur la question du poids démographique face aux États-Unis. Là, on le réalise davantage depuis les derniers mois, même depuis la dernière année, mais c'était le cas déjà auparavant et c'est pourquoi le Canada avait mis sur place son comité consultatif en matière de croissance économique, où il avait mis sur son comité des personnes qui travaillaient à un lobby qui s'appelle l'Initiative du siècle. Ça, je pense qu'on le connaît. C'est un lobby qui voulait augmenter la population du Canada à 100 millions d'habitants d'ici 2100. Et c'est des gens qui sont toujours dans l'entourage du gouvernement canadien. Maintenant, on va parler des spécificités du Québec. La première question qu'on se pose, c'est si l'intérêt national du Québec correspond toujours à l'intérêt général du Canada. Est-ce qu'on doit assujettir l'intérêt national du Québec à l'intérêt général du Canada? Mais nous, à l'Institut de recherche sur le Québec, on définit l'intérêt national du Québec comme la pérennité, la vitalité de notre existence nationale et la capacité à réaliser nos aspirations. Évidemment, il y a des différences entre le Québec et le Canada. On a publié une recherche à ce sujet-là, puis notamment au niveau de l'immigration, eh bien, au niveau linguistique, pour commencer, évidemment, il y a des différences, à commencer par la langue, mais également l'approche en matière linguistique, où le reste du Canada est davantage fondé sur un libre choix, ce qu'on appelle l'approche
personnaliste ou de la personnalité linguistique, alors qu'au Québec, la langue est perçue comme un bien commun. Et dans le fond, donc c'est l'approche territoriale qu'on appelle. Il y a aussi la question de où proviennent les immigrants. Au Québec, les immigrants sont davantage de la francophonie, alors que dans le reste du Canada, de l'anglophonie. Ça nous appelle à demander à ce que l'immigration soit fondée sur l'intérêt national du Québec. Et c'est pourquoi on dit que l'immigration doit être choisie par le Québec et non subie. Donc, on développe ici, puis c'est peut-être là qu'il y a un caractère un peu innovateur, mais c'est beaucoup au niveau réflexif, la notion de capacité d'accueil. Donc, la capacité d'accueil, on l'a définie de deux manières. Donc, la capacité d'accueil matérielle, donc ce qu'on appelle les paires de jambes ou le nombre de personnes qui viennent. Et ça, on le décline de plusieurs façons, notamment au niveau national, où ça va vraiment être la question des budgets qui vont influencer le gouvernement du Québec. Mais c'est difficile de mesurer à quel point la capacité d'accueil au Québec, est-ce qu'elle est égale à Québec, dans les régions, etc. Donc, on va essayer de spécialiser au niveau des localités. Et d'ailleurs, on a entendu qu'il y avait peut-être un changement au niveau du discours qu'on salue à ce niveau-là parce que ce n'est pas la même réalité, notamment à Montréal ou dans certaines régions. L'autre élément qu'on amène au niveau de la capacité d'accueil, c'est la question de la capacité d'accueil sociale, ce qu'on appelle parfois la capacité d'intégration. On le sait, c'est pas juste des paires de jambes, c'est des êtres humains qu'on reçoit. Et l'intégration, ça a aussi des coûts, ça a aussi, on a beaucoup entendu parler des classes de francisation, ça en fait partie. Et c'est ce qui est lié également à la question du contrat social. Qu'est-ce qu'on s'attend des nouveaux arrivants, mais également, qu'est-ce que l'État du Québec s'engage, c'est quoi ses engagements envers les nouveaux arrivants. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Rousseau. Oui, bonjour. Donc, les considérations mentionnées par Vincent nous amènent à vous présenter certaines hypothèses. Donc, nous vous soumettons l'hypothèse que les taux actuels d'immigration, permanents, temporaires, combinés, dépassent la capacité d'accueil, puis particulièrement la capacité du parc de logement. On le voit avec le taux d'inoccupation qui est très peu élevé. Une fois qu'on a dit ça, on vous suggère que l'éventuelle réduction des seuils d'immigration devrait viser prioritairement les personnes qui ne sont pas encore arrivées sur le territoire. Donc, il faut éviter autant que possible des mesures assimilables à un renvoi ou à une rupture d'engagement, sauf exception. Donc, il s'agirait moins de diminuer la population présente, le nombre total de personnes, que de diminuer le rythme de la croissance, parce qu'après tout, les gens qui sont déjà sur place occupent déjà un logement. Donc, c'est vraiment les nouvelles arrivées qui risquent d'empirer la situation au niveau de la crise du logement. Deuxième hypothèse, nous vous soumettons que la composition actuelle des flux migratoires ne contribue pas pleinement au renforcement du français. Donc, on n'a pas tout à fait le même pourcentage de francophones dans les immigrants que dans la population d'accueil. Donc, mathématiquement, l'immigration ne va pas renforcer le français si on n'accentue pas les exigences en matière de français dans l'immigration. Et à ce sujet, on vous suggère d'avoir une priorisation dans l'immigration selon des cercles concentriques avec des exigences linguistiques, donc où on commence par prioriser les immigrants français, ensuite d'autres immigrants francophones. Mais on attire vraiment votre attention sur l'importance de l'immigration française, qui est souvent composée de personnes très éduquées, qui ont fait une partie souvent de leur éducation ici même au Québec. C'est des étudiants français qui viennent au Québec qui ensuite souhaitent y rester. Donc, il faut une cohérence entre notre politique de frais de scolarité bas pour les Français et notre politique d'immigration. Ensuite, on sait que la France, parmi tous les pays d'où nous viennent des immigrants, la France est notre principal partenaire économique, notamment grâce aux immigrants français présents au Québec. Et enfin, on attire votre attention sur le fait que dans toutes les relations internationales du Québec, celle avec la France est hyper stratégique. Et si jamais la politique de réduction de l'immigration au Québec devait affecter négativement des Français, ça pourrait nuire à la relation France-Québec et plus largement aux relations internationales du Québec. Donc, on va vraiment vous alerter là-dessus. Sur un autre point, on pense que la question de l'immigration doit être réfléchie plus largement comme étant un enjeu de démographie. Et donc, il faut peut-être penser à réfléchir immigration et natalité en même temps pour réfléchir plus largement à la démographie. Il n'y a pas de ministère de la démographie, mais on sait par exemple que le commissaire à la langue pourrait, il y a toute une équipe très, très forte en matière quantitative et tout, pourrait peut-être soit interpréter plus largement son mandat, soit voir son mandat élargi à la question plus large de la démographie, incluant la natalité.
Donc, en conclusion, la capacité d'accueil, c'est vraiment un outil politique qui permet d'arrimer l'immigration à des objectifs démographiques, sociaux, culturels qui sont choisis démocratiquement. Et cette vision pourrait même être complétée par d'autres mesures, dont une politique de natalité qui soutiennent les familles et aident les femmes et les couples à concevoir autant d'enfants qu'ils le souhaitent. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc, l'objectif démographique global qui doit guider cette combinaison de politiques, c'est d'assurer la pérennité de la nation québécoise, sa vitalité culturelle et sa capacité d'action politique. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on commence la période d'échange. On va commencer avec le ministre pour une période de 16 minutes 30 secondes. Merci, Mme la Présidente. Merci pour votre présentation. Vous touchez quelque chose qui est dans l'espace public depuis plusieurs années, la fameuse capacité d'accueil. C'est intéressant d'avoir des intellectuels, des profs d'université qui creusent spécifiquement cette question. Vous séparez ça en deux, capacité matérielle ou physique, capacité sociale collective. Pour la capacité matérielle, bon, c'est assez clair. Là, nous soumettons l'hypothèse que les taux actuels d'immigration dépasseraient dès à présent à court terme la capacité d'accueil du parc de logement. Donc la capacité physique, d'après vous, est dépassée. Capacité sociale, c'est moins clair quand je lis. Donc, capacité à accueillir, intégrer, franciser, je vous dirais, intégrer au sens culturel. D'après vous, en ce moment, est-ce que les nombres actuels, les permanents, les temporaires, rencontrent notre capacité d'accueil ou pas? Je n'ai pas trouvé la réponse précise pour cette deuxième question. Un mot là-dessus. En fait, le mémoire se voulait un peu des pistes de réflexion pour encourager la recherche dans ce sens-là. On le sait, on manque de chiffres, on manque de recherche, et comme on l'a dit, ou c'était dans le mémoire, il faudrait encourager d'abord la recherche qui se fait dans l'intérêt national du Québec, c'est-à-dire davantage sur des indicateurs qui sont au niveau matériel, là. Donc, qu'est-ce qui se produit, etc. Ce qu'on dit par rapport à la capacité d'intégration, et mon collègue pourra compléter, c'est que il y a, comment le catégoriser, c'est qu'il y a plusieurs types d'immigration. L'immigration ne se fait pas toutes de la même façon, dépendamment de où ils viennent. Et on fait également la différence entre les gens qui viennent de différents endroits, de différents pays. Hein? L'Égypte, c'est pas connu pour être un pays francophone, mais il existe des populations francophones en Égypte. Donc, c'est pour ça qu'on propose d'orienter vers certaines populations, comme la population française ou des populations francophones, par exemple. Donc, c'est davantage là-dessus qu'on a porté cette réflexion-là, mais effectivement, la réflexion, la recherche devrait poursuivre pour avoir plus de richesse au niveau des données. Merci. Précédemment, aujourd'hui, on a eu le commissaire à la langue française qui, lui, nous disait que, bon, à ce moment-ci, on n'était pas capable d'accueillir, puis il parlait de la langue française, mais pas seulement. Il faisait référence à notre nouveau modèle d'intégration nationale, notre modèle propre, puis il disait essentiellement qu'il fallait changer la donne, puis qu'il y avait, en ce moment, trop de personnes, qu'il fallait réduire les personnes pour avoir la capacité à franciser et à accueillir, intégrer. Je trouve ça intéressant de mentionner, puisque vous avez suggéré de donner un mandat nouveau à cette nouvelle institution. Ensuite, bon, vous parlez de capacité matérielle physique, capacité sociale collective, la capacité économique, c'est-à-dire, est-ce que vous la rentrez dans matériel et physique, c'est-à-dire capacité de loger quelqu'un, mais est-ce que vous considérez aussi là-dedans la capacité économique, c'est-à-dire de donner un emploi, et non pas nécessairement un emploi au bas de l'échelle, un emploi que les Québécois ne voudraient pas occuper, mais de donner un emploi à la hauteur des capacités, des habiletés, des diplômes, des personnes. À mon sens, je le considérerais. Ça ne veut pas juste dire je t'accueille, je te donne un salaire tel que tu ne meurs pas de faim, mais je t'accueille, je te permets de t'épanouir. Est-ce que pour vous, c'est un troisième volet, peut-être à creuser, ou ce serait dans la capacité matérielle et physique? C'est une excellente question. En fait, comme on l'a mentionné dans le texte, ce n'est pas deux notions qui sont complètement déconnectées l'une de l'autre. Au contraire, elles sont directement liées, ces deux notions-là. Puis la manière dont vous l'expliquez,
J'aurais l'impression, effectivement, qu'elle chevauche un petit peu les deux en réalité, plutôt que d'ajouter une troisième catégorie, puisque ça prend des emplois disponibles pour ces personnes-là, mais il y a également la question de l'intégration dans l'emploi qui rentre en considération. Donc, a priori, on verrait peut-être un petit peu des deux. Je sais pas si... Oui, je compléterais là-dessus. En fait, je pense que ça va répondre au moins en partie à votre question. En fait, le risque des hauts taux d'immigration, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un risque. S'il y a un ralentissement économique, là, on se retrouve avec du chômage. Donc, c'est tout à fait possible que si, à un moment où ça va mieux l'économie, on fait venir beaucoup de temporaires, ils peuvent rapidement, on sait comment ça va vite, la conjoncture économique, ça change rapidement, notamment avec la question des relations avec les États-Unis. Donc, rapidement, s'il survient un ralentissement économique, là, ça peut assez rapidement augmenter le chômage et là, ça peut devenir une difficulté. On le voit chez les jeunes, il y a quand même des taux relativement élevés. Là, on est autour de 7 de chômage chez les jeunes dans certaines régions, et ce qui est déjà au-dessus du plein emploi. C'est pas la catastrophe, loin de là, mais on est déjà au-dessus du plein emploi, donc c'est pas tout à fait le plein emploi chez les jeunes. Et si jamais il y a cette difficulté économique, cette hausse du chômage, causée par toutes sortes de causes, mais liées, entre autres, à des hauts niveaux d'immigration, les premiers à en souffrir, oui, il y a les jeunes, on le voit présentement, mais ce sera les immigrants. Donc, ils seront les premiers à avoir des difficultés, puis probablement, effectivement, que certains plus qualifiés n'auront pas des emplois à la hauteur de leur qualification. Donc, le point que vous soulevez, il me semble extrêmement important dans ce contexte-là. Et puis, les statistiques vous donnent raison. Effectivement, il y a eu une hausse du taux de chômage assez importante dans la dernière année. Et les deux catégories qui paient le prix, ce sont les jeunes québécois, mais aussi les nouveaux arrivants, qui, eux aussi, ont de la difficulté, se font concurrence entre eux et avec les jeunes, et eux aussi peinent à s'intégrer socialement et donc économiquement. Précédemment, je faisais référence au commissaire à la langue française qui a parlé aujourd'hui, qui a parlé, lui, de l'intégration, je dirais, culturelle et évidemment linguistique. Mais on a eu un professeur émérite en économie, M. Pierre Fortin, qui, lui, a dit que la situation actuelle, avec le dérapage complet du gouvernement fédéral, c'était, je le cite, une catastrophe économique et sociale. Il y a les deux en ce moment, donc il appelle à un redressement important, pas juste pour une question économique, pour une question sociale, puisque les deux souvent sont liés, parce que difficulté économique veut dire pauvreté, pauvreté veut dire problèmes sociaux. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut segmenter les éléments de la capacité d'accueil pour mieux la comprendre, mais à la fin, c'est une seule et même personne qui occupe un logement, occupe un emploi, apprend la langue, adhère à la culture, devient un Québécois, tout ça est interrelié. Vous écrivez, page 10, l'intérêt national du Québec en matière d'immigration diffère de l'intérêt général du Canada. Vous avez dit, oui, au Canada, l'intérêt général, c'est essentiellement d'être plus nombreux par rapport aux États-Unis. Mais d'après vous, c'est quoi l'intérêt général du Québec en immigration? Pourquoi vous dites que c'est différent? En fait, on le fonde notamment sur les différences québécoises, puis il y a plusieurs éléments qui nous amènent à... tout d'abord, le Québec a un intérêt national. Le Québec est une nation. On le répète, vous notamment dans la bouche des élus. Et puis, l'intérêt national du Québec, c'est la pérennité de sa nation, c'est la pérennité de sa vitalité culturelle. Dans le reste du Canada, je ne veux pas trop parler pour eux non plus, mais on voit que lorsqu'ils portent leur réflexion, c'est moins davantage fondé sur les intérêts de la nation que sur les intérêts de ce qu'on appelle l'intérêt général du Canada ou les intérêts supérieurs du Canada, qui ne sont pas nécessairement connectés à ceux de leur population. Puis c'est pour ça, notamment, que eux, leurs commissions, ils les font davantage au niveau des commissions économiques qui ne font pas nécessairement des commissions parlementaires comme ça où ils vont inviter la population à commenter, etc. Peut-être une dernière question avant de laisser un collègue poursuivre l'échange avec vous. J'ai été un peu surpris quand vous avez dit, écoutez, il ne faut pas faire de rupture d'engagement, c'est-à-dire que les gens qui sont ici doivent rester ici, faire attention avant d'inviter des nouvelles personnes, respecter notre capacité d'accueil. Mais quand on parle de rupture d'engagement, quand on dit à quelqu'un, viens le temps de tes études ou viens pour un permis de 3 ans et qu'arrive la fin de 3 ans, c'est un permis temporaire qui commence telle date, qui finit telle date, à la fin du permis, on peut le renouveler ou pas. Pour moi, c'est pas une rupture d'engagement.
La personne peut avoir demandé un permis temporaire en ayant dans sa tête l'idée de rester ici pour la vie, mais reste qu'elle a demandé un permis temporaire et qu'elle s'est fait remettre un permis temporaire. Est-ce que vous pouvez extrapoler un petit peu? Est-ce que le Québec a l'obligation de rendre permanent les 600 000 personnes temporaires sur le territoire du Québec? Ça me semble excessif. J'ai de la misère à penser que c'est votre interprétation de la chose. Peut-être deux choses. Effectivement, sur le plan légal, technique, l'engagement ici dont on parle, il est 3 ans. Donc, si jamais il y avait une politique de réduction qui souhaitait demander à la personne de quitter avant le terme de son permis, mais je vois que vous voulez parler là, donc à ce moment-là, vous allez dans le sens de notre recommandation. Maintenant, la nuance, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas parfois des gens qui vont recruter à l'étranger puis qui laissent croire que, oui, vous pourriez venir sur un permis temporaire, mais il y a de fortes chances que vous ayez un renouvellement ou que vous ayez accès à tel ou tel programme. Il peut y avoir de ça. Je pense qu'il y a des fonctionnaires de l'État québécois qui font du recrutement, donc je ne suis pas au courant du détail de leur discours, mais il faudrait peut-être regarder de ce côté-là s'il n'y a pas un engagement, disons, peut-être un peu plus flou, mais qui irait dans ce sens-là. Puis je pense qu'il faut en tenir compte. Il y a peut-être des attentes raisonnables de la part de certains nouveaux arrivants. Puis sinon, il n'y a pas que l'État québécois au sens le plus strict qui fait du recrutement à l'étranger. Les universités en font beaucoup. C'est pour des étudiants internationaux qui, la plupart, ne sont pas destinés à rester. Mais ça démontre donc qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont recruter à l'étranger. Donc, c'est quoi le discours qu'ils ont? Est-ce qu'il n'y en a pas certains d'entre eux qui laissent miroiter des possibilités de rester plus longtemps? Auquel cas, légalement, il n'y a pas d'engagement de l'État québécois, mais moralement, il y a quand même une question qui peut se poser dans certains cas. Merci pour cet éclaircissement. Si vous permettez, je peut-être... Merci, Monsieur le ministre. Alors, je pense que la discussion a suscité des questions chez Madame la députée de Vimont. Il vous reste encore 5 minutes 28 secondes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. J'allais dire Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. Vous proposez la création d'un observatoire démographique dans votre mémoire. J'aimerais que vous développiez un petit peu de son rôle. Quel rôle pourrait jouer cet observatoire justement dans tout ce qui a trait à la planification de l'immigration? C'est quoi exactement? Je peux commencer, tu comprends? Oui, c'est ça, quelques mots. En fait, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on parle beaucoup d'immigration, on a des ministères sur l'immigration et que, en fait, ce qu'on pense, c'est que justement, au niveau de l'intérêt national, c'est plus intéressant de le fonder sur la question de la démographie. Et il n'y a pas au Québec d'institut pour étudier la question de la démographie, notamment la natalité, de l'immigration, etc. Donc, on pense que ça pourrait nous permettre de regarder, de permettre de faire des meilleures planifications, de réfléchir en fonction de plusieurs indicateurs comme ça. Donc, ça, c'est une partie. Puis peut-être Guillaume... Oui, bien c'est ça. Donc, c'est vraiment de dire qu'il faut réfléchir plus largement à la question de la démographie. Donc, natalité et immigration, ça va ensemble. Alors qu'habituellement, au Québec, on réfléchit les deux de manière séparée parce que la natalité, c'est assez peu réfléchi, assez peu débattu. C'est comme un sous-thème du thème plus vaste de la politique familiale. Et d'autre part, il y a la politique d'immigration. Rarement, on met les deux ensemble. Or, je pense qu'on est rendu là comme société à faire ce lien-là parce que, encore là, c'est une hypothèse, mais certains pensent que la crise du logement, qui est liée à plusieurs choses, mais notamment des hauts taux d'immigration, ça peut nuire au taux de natalité. Évidemment, quand on est un jeune couple et qu'on a de la misère à se loger, on peut repousser à plus tard le premier enfant, puis au bout du compte, avoir moins d'enfants que prévu. Donc, il y a des liens entre natalité et immigration, mais c'est une espèce d'impensé des politiques québécoises. Alors, si on avait un observatoire, par exemple, de la démographie, on pourrait vraiment penser ces deux enjeux-là qui sont liés, de manière justement liée, pour avoir des meilleures politiques publiques. Là, on est conscient que le contexte budgétaire est peut-être pas propice à la création de nouveaux observatoires ou autres, d'où l'autre idée qui serait d'interpréter le mandat du commissaire à la langue comme pouvant lui permettre de se pencher sur la question de la natalité en lien avec l'immigration et la langue. Merci. Je vais laisser, je pense qu'il y a un collègue aussi qui voulait Merci beaucoup. poser une question. Le député de Jonquière, Oui. il vous reste encore 3 minutes. Vraiment intéressant. Bienvenue à notre institut de recherche. J'ai bien aimé, puis je vais en profiter là, de manière un peu plus transparente, là, de la dire un peu crue là, en fin de journée. Dans votre mémoire, à la page 4-5, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que le Canada, comme un mouvement mondial, n'est pas unique. C'est un peu une immigration comme levier à la démographie puis à l'économie.
c'est un peu ça qu'on mentionne. Puis, je viens d'une région, vous comprendrez, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où est-ce que la démographie, en lien avec l'économie, aussi en immigration, dans le domaine manufacturier, ça nous touche. Fait que quand vous parlez des deux, ça m'atteint énormément. Puis j'ai le goût de vous entendre. Puis vous parlez aussi, avec ce mouvement-là mondial dans lequel fait référence le Canada, sur lequel on s'appuie, bien, si il ne va pas vers une évaluation rigoureuse, que ça peut avoir des effets à long terme. Et quand je parle, là, que dans mes dernières questions, un peu plus transparent, là, un petit peu plus cru, parce que vous êtes très transparent, qu'est-ce que vous voulez dire par effet à long terme? Bien, c'est que l'immigration, d'abord, il faut qu'on c'est une personne qui arrive là, c'est pas du matériel, c'est vraiment des gens. Puis ces gens-là vont arriver, ils vont s'établir, ils vont avoir des familles, ils vont fréquenter des écoles. Donc, l'immigration, en fait, ça touche tous les domaines de la société. Hein? Ouais. Ça, je pense que vous êtes au courant. Et généralement, on va en parler beaucoup, en tout cas dans la discussion, sur les questions qui touchent l'économie. Puis oui, ça va avoir des effets économiques à long terme, mais il va avoir des effets sur sur à peu près tous les domaines de notre société. Et ce qu'on voit, c'est qu'on évalue souvent l'immigration sur du terme assez court, alors que l'immigration, c'est quelque chose qui dure sur du temps long. Je vais faire du pouce. Quand vous mentionnez, vous en parlez un petit peu plus tard dans votre rapport, la capacité d'accueil matériel, qui peut être un impact aussi sur le long terme, j'imagine. Évaluer cette capacité d'accueil matériel-là, est-ce que vous avez des pistes de solutions, des indicateurs précis, on pourrait dire? Bien, on avait noté les écoles, entre autres, les infrastructures en santé, les infrastructures, les garderies, les transports. On a donné quelques exemples à ce niveau-là. Ouais. C'est sûr, ici, il faut regarder, c'est sûr qu'on peut toujours plaider pour une augmentation de cette capacité. Donc, on peut toujours dire, bon, il manque des écoles, on a juste à construire des écoles, il manque des logements, on a juste à construire. Et évidemment, il y a un peu de vrai là-dedans, parce que la crise du logement, c'est le déséquilibre entre offre et demande, donc il faut jouer sur les deux. Mais aussi, il ne faut pas perdre l'aspect qualitatif. Par exemple, à l'heure actuelle, pour différentes raisons, mais notamment en raison des classes de francisation, on construit des classes, des nouveaux pavillons dans des écoles en matériaux préfabriqués. Puis souvent, c'est à même la cour de récréation. C'est le cas à Sherbrooke, entre autres. Donc, il faut calculer, donc, effectivement, le nombre d'écoles et tout. Mais là, ensuite, quelle qualité dans les nouvelles écoles? Est-ce qu'on est capable de le faire avec des nouvelles écoles qui sont belles et tout, en prenant le temps qu'il faut pour bien le faire? Ou est-ce qu'on fait ça en matériaux préfabriqués, en prenant la moitié de la cour de récré, en diminuant la qualité de vie des élèves pendant leur récréation? Donc, il faut aussi garder le côté qualitatif, je pense, et pas être seulement sur le quantitatif, même si le quantitatif est à la base de la réflexion. Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre la discussion avec le député d'Acadie pour 16 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur Vallée, Dr Rousseau, bonjour. Merci d'être là avec nous en cette fin de journée. Merci pour votre mémoire. Question large au départ. Votre institut de recherche, parce que je vois, Dr Rousseau, vous êtes professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Est-ce que c'est affilié à l'université? Ça fonctionne comment? Ou c'est un truc totalement indépendant? Non, c'est vraiment un institut de recherche privé, donc indépendant. À l'origine, c'était associé au Mouvement national des Québécois, mais maintenant, on est en phase d'autonomisation, donc voilà. Parfait, merci. Deuxième question, parce qu'en fait, vous le soulevez dans votre mémoire à la page 3, ça a piqué ma curiosité. Vous parlez de la Nouvelle-France. Vous dites que l'immigration y est donc demeurée limitée. Est-ce que vous avez analysé l'impact de l'édit de Fontainebleau sur l'immigration en Nouvelle-France? Pas personnellement. En fait, j'ai consulté des historiens pour faire cette partie-là, mais ça, je ne l'ai pas, non. OK. Mais on le note parce que vous avez deux férus d'histoire ici, deux amateurs d'histoire, donc on note ça, c'est vraiment intéressant, ça pique notre curiosité, je pense. Parfait. Excellent. Merci. On continue. Page 17, les sommets régionaux. Est-ce que vous pensez parce qu'on essaie là, de contrôler, planifier là, l'immigration, est-ce que vous pensez que des sommets régionaux, par exemple avec les acteurs socio-économiques, feraient en sorte qu'on pourrait avoir une meilleure idée finalement des gens qu'on pourrait inviter, où ils pourraient s'installer? Est-ce que c'est ce que vous avez en tête quand vous parlez d'états généraux? Moi, j'ai la régionalisation, j'ai les régions à cœur. Est-ce que c'est de ça dont vous faites référence? Bien, c'est une excellente question. Merci d'attirer l'attention sur cette question-là. On avait eu une réflexion justement sur le fait que, en fait, la question des États généraux, ça vient vraiment d'une préoccupation
du fait que lorsqu'on discute de la question de l'immigration, c'est explosif, hein, cette question-là. Puis on a de la difficulté à aller dans la précision et d'aller rechercher de l'information. Et on sait que dans l'histoire du Québec, le Québec s'est développé sur beaucoup de sommets, des sommets en éducation, des grands sommets sur la langue française, sur la nation, etc., des États généraux. Donc, ce qu'on propose, c'est l'idée d'avoir des États généraux. Évidemment, le monde économique serait invité, mais également le milieu communautaire, les différents instituts de recherche. Donc, la société civile qui puisse discuter, qu'on puisse en discuter de manière posée, des citoyens également qui puissent parler, faire part de leurs préoccupations, même si des fois, on le sait que ça peut devenir chaud comme débat, mais des fois, c'est important que les gens puissent s'exprimer pour qu'ils puissent exprimer leurs inquiétudes et qu'on puisse les entendre. Donc, ce serait vraiment dans une optique démocratique qu'on ferait ces États généraux-là. Parfait. Maintenant, toute la question des travailleurs temporaires, ça a alimenté beaucoup le débat. Il y a eu plusieurs articles dans les journaux. Il y a le Québec, en vertu de l'entente Québec-Canada, a une compétence. D'ailleurs, le Québec émet un grand nombre de certificats, mais le fédéral a aussi un programme qu'on appelle le PMI, qui est indépendant. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de rapatrier le PMI, compte tenu de l'entente qu'on a avec le fédéral, pour que le Québec soit capable de contrôler l'ensemble des temporaires? Oui, et là, vous posez une question à deux personnes qui enseignent le droit constitutionnel, donc vous nous voyez ravis de... C'est pour ça que je vous pose la question. Absolument, et ça me permet d'attirer votre attention sur quelque chose qui est assez peu connu. Ce qui est connu, c'est que la compétence en matière d'immigration, elle est partagée avec une prépondérance fédérale. Donc ça, c'est connu, mais si vous lisez le détail de l'article, et c'est 95, je ne me trompe pas, si vous lisez le détail de l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867, vous allez remarquer qu'on parle quand on parle de la compétence des législatures provinciales, en fait, je vais vous la lire parce que ça vaut vraiment la peine. Donc, écoutez bien ça. Article 95 de la Constitution de 1867. Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans cette province. Il est par la présente déclaré que le Parlement du Canada pourra faire de temps à autre des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration. Donc, vous voyez, dans le libellé de 95, c'est comme si la compétence fédérale, en fait, c'est une compétence d'exception. Alors que généralement, puis là, plus loin, si je continuais de lire l'article, on verrait qu'il y a une prépondérance fédérale. Fait que souvent, on a eu le réflexe de dire c'est une compétence partagée avec prépondérance fédérale. Donc, comme si c'est le fédéral qui a le gros bout du bâton. Mais ce serait plus juste de dire, si on se fie au texte, puis il n'y a pas une tonne de jurisprudence, puis si je vous dis pas que je vous donne un argument, puis vous partez avec ça, puis vous êtes sûr de gagner, mais il y a vraiment quelque chose là. C'est en fait une compétence de principe provincial, une compétence d'exception fédérale avec prépondérance fédérale à cette compétence d'exception. Donc, c'est plus subtil. Donc, moi, je pense vraiment que les mots de temps à autre à l'article 95 donnent au Québec la possibilité, à un moment donné, si le fédéral emmène trop large, de faire du pushback constitutionnel avec du hardball constitutionnel, si vous me permettez, les anglicismes. Mais évidemment, le plan A, c'est toujours de négocier, de bonifier l'entente et tout. Donc, je pense que par la voie administrative, le Québec a fait vraiment des gains intéressants, mais je voulais attirer votre attention sur le fait que juridiquement, à un moment donné, bien plaider dans une bonne cause, les mots de temps à autre ici pourraient amener les tribunaux à reconnaître que la compétence fédérale en matière d'immigration et accessoirement d'agriculture, elle est d'exception, bien qu'elle soit prépondérante. Donc, ce serait possible. Je pense que oui, ce serait souhaitable. Et pour répondre encore plus directement à votre question, là, je me suis permis d'être un tout petit peu à côté, mais oui, effectivement, le rapatriement des compétences en matière d'immigration. Et je fais un lien avec ce que vous disiez plutôt au niveau de la régionalisation. En fait, moi, j'ai fait une thèse dans laquelle j'essaie de démontrer que la logique de répartition des compétences, et ça vaut pour fédéral, Québec, Québec municipalité, la logique, là, c'est que ce qui relève de l'identité nationale, ça doit être l'État national du Québec qui s'en occupe. La langue, ça doit être l'État québécois. Personne n'imagine qu'on décentralise, qu'on laisse les municipalités décider de la langue de l'affichage commercial. Personne n'imagine ça, alors que ça se fait dans d'autres provinces. Parce qu'au Québec, ce qui relève de l'identité nationale, c'est le Québec. Ce qui ne relève pas de l'identité nationale puis qui permet d'avoir un grand marché canadien, le fédéral peut s'en occuper. Ce qui ne relève pas de l'identité nationale et qui est relatif à des services quotidiens, les municipalités doivent s'en occuper. Mais tout ce qui est lié à l'identité nationale, l'État québécois, de manière centralisée, a toute la légitimité pour s'en saisir. Donc oui, il peut y avoir de la régionalisation, oui, il peut y avoir des partenariats avec les municipalités, oui, le fédéral peut avoir un rôle à jouer pour une libre circulation et tout, pour le grand marché canadien, mais c'est d'abord et avant tout l'État québécois qui doit être maître d'œuvre, et il y a vraiment des bons arguments en termes de subsidiarité identitaire à faire valoir pour ça. Je vous remercie. Finalement, c'est plus un commentaire. Je crois que vous avez souligné que vous voulez favoriser l'immigration
française, c'est ce que j'ai compris, française, pas francophone, française, donc de la France. Bien, en fait, on a, parce que l'expression qu'on utilise, c'est circoncentrique, c'est-à-dire qu'on devrait d'abord prioriser l'immigration française. Là, ensuite, ça pourrait être Suisse francophone, francophone belge, ensuite francophonie du monde entier. Mais si on est dans un contexte de réduction, bien là, possiblement qu'effectivement, c'est l'immigration française qui est la priorité des priorités. Puis si à un moment donné, on est dans un contexte d'extension, qu'on a un peu plus, alors là, effectivement, on pourrait élargir les bassins. Mais là ce que je comprends, c'est qu'on on est un petit peu plus dans un contexte de réduction, tout en respectant ceux qui sont déjà là. Alors, c'est dans ce contexte-là que l'immigration française nous semble devoir être priorisée. On le voit entre autres dans nos universités. Moi, je dirige un programme universitaire, puis je pense que si j'avais pas d'étudiants français, ce serait peut-être pas rentable, mon programme universitaire. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Et les étudiants français réussissent bien, s'intègrent bien au marché du travail. Et comme je dis, la relation internationale avec la France est tellement stratégique qu'il faut faire attention à la question des immigrants français, qui me semble plus délicate, encore plus stratégique que celle des autres immigrants, même si, évidemment, tous les immigrants sont importants. Et si je vous ai bien compris, vous avez dit qu'il ne faudrait pas que ça affecte la relation que l'on a avec la France. Et désolé de terminer sur une note un peu négative, mais moi, je peux vous dire que dans mon bureau de comté, j'ai plusieurs Français qui sont venus me voir. La suspension du PEC et la suspension des programmes, ils sont désespérés, ils vont retourner chez eux. Bien, c'est exactement, vous confirmez ce que des informations qu'on a eues aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Pour toutes sortes de bonnes raisons, il y a probablement une réduction des seuils à faire, mais il y a une attention particulière à avoir pour nos compatriotes, tout à fait, nos cousins, donc immigrants français. Merci.